à l'époque, il n'y avait pas de mots pour dire ce que c'était qu'un burn-out, mais grosso modo, c'est ce que mon père a fait. Il a fait un énorme burn-out, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans l'incapacité tout simplement de pouvoir se lever, d'aller reprendre son poste. Et donc, il fallait bien, à un moment donné, pouvoir continuer à gérer l'entreprise familiale. Et donc, je me suis retrouvé à l'âge de 22 ans, tout frêle, tout maigre, ne sachant pas prendre la parole, une timidité maladive. En parallèle de cette activité-là, le soir, je retournais sur Roubaix et j'allais aux écoles de textile pour apprendre le métier. Donc, j'ai appris à me mettre derrière une machine à coudre et à travailler le tissu, à connaître les matières, à savoir faire des découpes, à savoir faire du patronage, à savoir estimer des temps, etc., etc. Bonjour Laurent. Bonjour Mathilde. Je suis très heureuse de t'accueillir. Merci de m'accueillir. Est-ce que tu veux bien commencer par te présenter ? Alors, donc, je suis Laurent Guilbert, j'ai 52 ans, j'ai 2 garçons, je suis marié. Si on veut résumer très simplement, depuis l'âge de 22 ans, je suis dirigeant d'entreprise. Ça promet d'être passionnant. Tout à fait, il y aura beaucoup de choses à raconter. Il y aura beaucoup de choses à raconter. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à l'émission ? Eh bien écoute, déjà c'est le petit terme qui m'a interpellé, parce qu'effectivement aujourd'hui, à 50 ans, on entend beaucoup parler dans les médias, est-ce qu'on est vieux, est-ce qu'on n'est pas vieux, etc. Et puis moi je trouve en fait qu'à 50 ans, au contraire, c'est une toute nouvelle vie qui apparaît. Moi en l'occurrence, pour moi à titre personnel comme à titre professionnel, c'est vraiment une nouvelle vie en fait qui est en train d'apparaître avec un champ des possibles extrêmement important. Et puis on se base aussi sur son expérience passée pour éviter de commettre en fait toutes les erreurs de jeunesse qu'on a pu faire précédemment. Mais aujourd'hui, moi clairement, j'ai envie en fait de faire partager tout ce qu'on est capable de faire aujourd'hui à 50 ans. On est en pleine forme. Sportif moyennement, on va dire, mais voilà. Et ça à tout âge. Mais à tout âge, voilà. Donc aujourd'hui, à 50 ans, on est clairement pas vieux, quoi. Eh ben, on va continuer de véhiculer ce message. Quand tu étais tout jeune, quand tu étais même enfant, tu te rêvais comment, Laurent ? Tu te projetais comment ? Alors moi, quand j'étais tout jeune, il faut imaginer que j'étais un tout petit gringalet avec la mèche sur le côté, les petites lunettes rondes et qui passait ses journées à lire, puisque Internet n'existait pas. Hein. La télévision, c'était uniquement le soir où les premières émissions commençaient à apparaître. Donc c'était beaucoup en fait les livres dans lesquels je me plongeais. Et moi, mon rêve, parce que les lectures en fait allaient de la science-fiction à l'histoire avec un grand H. Et moi, je me rêvais archéologue. Du jour où j'ai vu Indiana Jones, j'ai dit je veux faire archéologue. Voilà. Et puis la vie a fait que je suis pas devenu archéologue, tout simplement. Ah, mais c'est un joli rêve de petit garçon. Ouais, clairement. C'est pas de pompier, pas d'astronaute, archéologue. Mais archéologue. Ouais, je voulais faire vraiment archéologue parce que c'était vraiment cette passion de découvrir, de pouvoir enrichir en fait déjà tout ce qui existait en termes d'histoire. Et ça fait vraiment effectivement partie encore aujourd'hui d'ailleurs de mes passions. C'est vrai, tu cultives ça ? Ouais, je cultive complètement ça. Je le cultive de par mes loisirs, mais de par aussi d'autres projets que j'ai pu mener en gardant ce rêve de gamin que j'ai transposé d'une autre manière. Ah, c'est canon. Voilà. Trop sympa. Ça, je le garde pour la fin. Ok, ça, tu le gardes pour la fin. On va monter crescendo. C'est ça. Toi, tu as eu un début d'âge adulte quand même vachement particulier que tu vas nous raconter. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu avais 22 ans ? Disons qu'en parallèle de toutes mes passions, moi, l'informatique, je l'ai découvert vers l'âge de 12-13 ans avec les tout premiers ordinateurs personnels. Et puis, j'ai vraiment dédié aussi une bonne partie de mes études à l'informatique. Et je voulais en faire mon métier. Donc, j'ai passé, les anciens se rappelleront, ce qu'on appelait un bac E. Donc, ça préparait pour les écoles d'ingénieurs. Et puis, je suis parti faire un DUT gestion en informatique, donc sur Calais. Et à quelques semaines, entre guillemets, de la fin de mes études, on va dire un événement familial assez important a fait que ça a réorienté, entre guillemets, quelque peu ma vie.
Donc on t'a demandé de reprendre une entreprise familiale. C'est ça, mais mon père en fait était chef d'entreprise déjà de lui depuis une vingtaine d'années, donc moi j'ai toujours baigné dans ce monde-là. Moi je fais partie de ces familles du textile du Nord, et donc j'ai passé dès l'âge de 12 ans, alors il ne faut pas le dire aujourd'hui, mais moi je passais mes vacances là-bas, je déchargeais les camions et puis je prenais un petit billet, et puis comme ça m'a permis de m'acheter mon vélo, enfin ce genre de choses. C'est-à-dire grosso modo j'ai toujours appris que l'argent, argent, travail, ça se gagne, il faut bosser. Donc oui, effectivement, j'ai toujours baigné dans cet univers-là. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas de mots pour dire ce que c'était qu'un burn-out. Mais grosso modo, c'est ce que mon père a fait. Il a fait un énorme burn-out, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans l'incapacité tout simplement de pouvoir se lever, d'aller reprendre son poste. Et donc, il fallait bien, à un moment donné, pouvoir continuer à gérer l'entreprise familiale. Et donc, je me suis retrouvé à l'âge de 22 ans, tout frêle, tout maigre, ne sachant pas prendre la parole, une timidité maladive, à devoir effectivement prendre la parole devant une quarantaine de salariés et 100% du personnel féminin. Et puis il a fallu que j'apprenne un nouveau métier, il a fallu que je comprenne comment tout ça fonctionne, même si j'avais baigné effectivement dedans, donc j'avais les grandes lignes, mais après il faut rentrer dans le détail, la gestion de l'entreprise, il faut être capable demain de prendre sa mallette et puis d'aller voir les clients et de présenter les produits à vendre. Alors pour donner une petite idée, c'était des marques en devenir comme Decathlon, comme Kiabi, comme Camailleux, comme Promode, etc. Donc toutes ces marques installées dans le nord de la France étaient en train vraiment d'émerger et elles avaient besoin de sociétés pour pouvoir fabriquer leurs produits, même si après, on va dire ça s'est délocalisé. Mais à ce moment-là, c'était l'entreprise familiale qui le portait. Exactement. Et donc il fallait effectivement pouvoir aller rendre visite à la Redoute, pas très loin d'ici, présenter les différents produits, présenter les résultats de ce qu'ils nous avaient confié et puis négocier les prix. Donc comment tu as géré ça? Parce que ça paraît j'allais dire irréel, c'est certainement le mauvais terme, mais c'est ça. Alors, quel challenge. Alors en fait, ce que moi j'aime bien, et ça je l'ai toujours fait depuis que je suis jeune, c'est je veux bien faire, mais à condition de comprendre ce que je fais. Et donc, en parallèle de cette activité-là, le soir, je retournais sur Roubaix et j'allais aux écoles de textile pour apprendre le métier. Donc, j'ai appris à me mettre derrière une machine à coudre et à travailler le tissu, à connaître les matières, à savoir faire des découpes, à savoir faire du patronage, à savoir estimer des temps, etc., etc. Donc, tout ça, en fait, a fait que, à un moment donné, je me suis senti aussi beaucoup plus sûr de moi. Légitime. Légitime, effectivement, face aux clients, parce que les premiers rendez-vous ont été forcément un peu catastrophiques. Il faut bien. On l'imagine et c'est normal. Et petit à petit, c'est par ces échecs-là, tu te dis, allez, j'y retourne. Là maintenant, ça je sais, je maîtrise. Ça, je vais pouvoir effectivement argumenter. Et puis après, tu as la pression de te dire, de toute façon, il faut faire tourner la boîte. Donc, il faut payer les salaires à la fin du mois. Il faut faire rentrer de l'argent. Mais quand même, quel courage. Oui, mais après ça forge le caractère. Et je dirais que déjà cette première aventure-là, c'est vraiment ce qui a forgé mon caractère et c'est aujourd'hui ma manière de toute façon de travailler. C'est-à-dire que en aucun cas je ne vais rentrer dans un business, je ne vais rentrer dans une entreprise sans connaître parfaitement son fonctionnement, qui quelquefois me posait à travailler avec le patron ou avec son fondateur pour bien comprendre effectivement comment ça marche, de manière à pouvoir apporter effectivement les meilleurs conseils. Donc moi, ça a toujours été ma démarche et aujourd'hui, je continue effectivement à la faire de cette manière-là. Ok, et je trouve que c'est super important de le remarquer ou de le mettre en valeur, parce qu'en fait, tu es dirigeant depuis 30 ans. C'est ça. Et il y a beaucoup de dirigeants ou une partie de dirigeants, de par peut-être la structure des entreprises qui pilotent, qui sont souvent un peu déconnectés de la réalité, clairement, qui savent moins ce que les équipes font. Clairement. Et toi, tu es à l'inverse. Oui, et ça apporte aussi, on va dire, le mot est peut-être fort, mais un respect en fait des gens qui travaillent pour toi. C'est-à-dire qu'ils se disent, ce gamin-là, il a déchargé des camions, ce gamin-là, il a fait du patronage, ce gamin-là, il s'est déjà mis à ma place à la machine et il est capable de me dire, bouge-toi, je prends ta place et je vais te montrer comment il faut faire. Ça, je pense que c'est une réelle valeur et c'est des choses qui se sont, je trouve, un petit peu perdues. Mais moi, j'y attache énormément d'importance.
Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, tu as développé cette entreprise? Donc oui, on a continué effectivement l'entreprise pendant plusieurs années. Et puis, ce dont on parlait tout à l'heure est arrivé, c'est-à-dire les délocalisations massives. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous avez... Parce que nous, on vendait du temps minute. Ouais. Quand ton temps minute est quasiment 3 fois plus cher que le temps tunisien, marocain ou autre, forcément, les donneurs d'ordre s'en vont délocaliser. Et toi, tu te poses de réelles questions. Moi, j'étais encore très jeune à l'époque. Et je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Donc on m'avait proposé plusieurs choses, c'est soit d'aller m'installer dans les pays d'Afrique du Nord, partir aussi dans les pays de l'Est, etc. J'y trouvais pas d'intérêt et d'envie, mais j'avais d'autres choses en fait qui commençaient à apparaître, puisque en allant rencontrer des gens comme La Redoute, je me disais tiens, le monde de la VPC c'est quand même vraiment sympa, ça coche pas mal de cases. VPC Laurent? Vente par correspondance, voilà. Et donc je me suis dit ok, on va plier ça. Donc on a revendu l'entreprise et je suis parti donc sur Roubaix, m'installer directement sur la métropole, parce que moi je suis originaire de Saint-Omer du Pas-de-Calais pour ceux qui connaissent. Et donc je suis arrivé effectivement sur la métropole de manière définitive, avec femme, enfant et valise. Et puis on a commencé effectivement à créer un catalogue de vente par correspondance. On était parti sur un créneau de niche, puisque comme j'avais encore énormément de contacts dans tout ce qui était fournisseur de tissus, en fait je rachetais les excédents des stocks, donc je rachetais ça à la tonne et je revendais au mètre carré, avec forcément des marges qui étaient juste gargantuesques. Très acceptable, on va dire. Et donc on a développé effectivement ce business-là pendant 4-5 ans. Donc on travaillait essentiellement avec toutes les communes de France qui avaient leur petit club de couture. Donc on envoyait des catalogues là-bas à droite et à gauche, parce qu'à l'époque Internet ça commençait. Ouais, bien sûr. C'était vraiment les balbutiements. Donc on faisait des vrais catalogues qui étaient assez épais, avec toutes les épaisseurs de tissu. Donc les gens avaient des petits échantillons de tissu, et puis ils commandaient, ils appelaient, voilà. Et en fait, là, il y a eu un pivot, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, il me manque un outil informatique pour pouvoir gérer toute cette partie-là. Et donc, j'ai développé un outil informatique, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un CMS. Tu as développé. Voilà, j'ai développé effectivement avec tes mains et ta tête. Oui, parce que ça n'existait pas encore à l'époque, donc j'ai développé effectivement cette chose-là. Et en fait, le truc qui était extrêmement rigolo, c'est que on notait en fait toutes les informations que nos clientes nous communiquaient. Donc souvent, on avait affaire à des petites dames de 60, 65, 70 ans, et elles nous racontaient leur vie au téléphone. C'était peut-être leur petit moment de bonheur, et puis elles commandaient leurs tissus, etc., etc. Et toute cette information en fait était saisie par les différents opérateurs. Et en fait, la technique qu'on avait trouvée, c'est qu'à chaque fois qu'un numéro de téléphone sonnait, automatiquement, le système informatique, ce qui était révolutionnaire à l'époque, allait chercher dans la data qui était la personne, faisait apparaître sa fiche et les dernières conversations qu'elle avait eues avec la personne. Révolutionnaire. Voilà, à l'époque, c'était effectivement révolutionnaire. Et tous nos opérateurs, puisque c'était essentiellement des hommes, ça passait mieux avec notre clientèle féminine, ça faisait appeler Jean-Pierre. Et donc en fait la dame, elle avait l'impression toujours d'avoir Jean-Pierre au téléphone, et elle continuait quelquefois la conversation, c'est-à-dire qu'on lui permettait par exemple, Jean-Pierre pouvait dire alors chère madame Dupont, il y a 15 jours vous aviez commandé du tissu pour le mariage de votre fils, alors au final comment ça s'est passé? Et hop, on crée effectivement un lien extrêmement important, une vraie intimité client. Effectivement, par ce biais-là. Donc ça a été une très très belle aventure. Et puis, on va dire que petit à petit, j'ai rencontré en fait du monde dans des soirées réseautage, je leur ai expliqué le logiciel informatique que j'avais monté, etc. Et là, on m'a dit, mais ça t'intéresserait pas de donner des cours en supplément le soir? Jamais fait. Puis je me suis amusé, entre guillemets, à tester, encore une fois. Et donc, je suis rentré dans des centres de formation pour professionnels, pour commencer à initier les gens au développement informatique, aux outils, effectivement, de gestion informatique dans les entreprises, etc. Et puis, petit à petit, ça a tellement pris d'ampleur que j'ai revendu la société de vente par correspondance, et j'ai donc créé mon propre organisme de formation où là, j'accompagnais effectivement les professionnels dans leur développement. Donc, j'ai travaillé aussi bien pour des petites PME que pour des grands groupes sur lesquels je formais des chefs de projet, par exemple chez Alstom, chez EDF, etc., etc. Et puis, j'ai été
j'ai été chassé par une personne en fait qui souhaitait créer une société de développement de sites internet, parce que ça y est, là maintenant l'internet arrivait, commençait à débouler, et donc on en parlait effectivement. Donc toi t'étais un peu sachant, tu donnais tes cours, t'étais identifiable. Exactement, j'étais donc identifiable, et la personne en fait cherchait à la fois un associé et donc un CTO, donc un directeur technique, pour pouvoir superviser toute la partie fabrication des différents sites internet. Donc je dis oui, banco, banco. Et donc, on a effectivement géré cette histoire-là pendant à peu près 4 ans. Donc, on a développé les premiers sites internet. On développait les phases de référencement. Alors, tout ce que je dis aujourd'hui, ça semble tellement mais ça l'était pas. C'était extrêmement pionnier. C'était extrêmement pionnier, c'est-à-dire qu'on vendait le site internet, mais on vendait aussi les connexions et les abonnements internet. C'est-à-dire qu'on allait chez l'entreprise, on installait le modem, on installait la prise ADSL, donc on était à 4 pattes là sous les bureaux, à installer la première connexion internet dans l'entreprise, et puis le paramétrage des premières boîtes mail à côté du vieux fax, à côté du Minitel, parce que c'était effectivement encore cette période-là. Et puis on faisait découvrir effectivement toutes les possibilités de l'internet, c'est-à-dire que les outils que commençaient à utiliser les grosses sociétés, on les mettait nous à disposition des PME et TPE. Ça a été un succès ? Ouais, ça a été un gros succès, puisque cette entreprise, elle existe encore, donc elle est toujours présente. Moi, j'en suis parti 4 ans plus tard, parce que souvent ça arrive entre associés, on a ce qu'on appelle des bisbouilles, pour être poli. Et donc moi, je suis parti et j'ai recréé là ce qui a été à un moment donné l'une de mes fiertés, c'est-à-dire que j'ai créé une entreprise qui est devenue très rapidement l'une des 3 plus grosses sociétés européennes de création de sites internet. Pour donner une petite idée, on était un peu plus de 120 salariés, 14 agences en France, 2 en Belgique, etc. Donc on commençait effectivement à inonder le marché de sites internet, mais ce que nous on avait mis en place, c'était la possibilité que l'artisan, la PME, ait le contrôle de son site internet et pouvait en changer le contenu. Parce qu'à l'époque, il faut savoir, avant les WordPress, les PrestaShop, etc., quand vous aviez besoin de changer la moindre virgule, il fallait appeler votre agence digitale, et puis elle faisait la modification du temps pour vous, et de l'argent. Et elle vous envoyait la petite facture qui allait bien. Nous, en fait, on avait créé les premières interfaces avant WordPress qui permettaient effectivement aux artisans de pouvoir changer leur contenu en parfaite autonomie. Donc, on leur donnait cette possibilité, on les formait pour qu'ils puissent être en capacité de le faire. Et donc ça a duré effectivement 5 ans. Donc l'entreprise florissante. Pour donner une petite idée, je suis parti avec un capital de 1000 euros. On était 3 associés, donc chacun avait mis 333 euros. À l'époque, c'était énorme. C'était énorme. Et on a, l'entreprise 5 ans plus tard, généré 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est impressionnant. Ouais. Donc ça a été effectivement une très très belle réussite. Et là j'étais encore très jeune, puisque j'avais à peine 35-36 ans. Donc je considère que c'est encore extrêmement jeune. Et puis là, après les réussites, les premiers échecs, parce que grosso modo, effectivement, on s'était dit, nous on avait on avait le modèle économique suivant, c'est qu'au lieu de vendre le site internet dans sa globalité, dire aux clients, c'est 4 000, 5 000 euros, 6 000, 7 000, nous on va vous le vendre en mensualité. Donc ça permettait effectivement à des entreprises qui n'avaient pas la trésorerie ou les moyens de pouvoir plus facilement amortir leurs coûts. Et donc on avait mis effectivement ça en place, mais nous, pour que l'on puisse en vivre, il fallait que je revende mes contrats à des organismes de financement qui eux me donnaient l'entièreté du cash, moins leur très très grosse commission, presque un quart du chiffre d'affaires partait effectivement en commission. Et donc plus je voyais mon chiffre d'affaires se développer, plus je me disais, mais je leur laisse quand même un gros paquet d'argent. Et donc on s'est dit, on va faire une levée de fonds. Alors, levée de fonds, aujourd'hui, quand on dit levée de fonds, tout le monde a vu qui veut être mon associé et compagnie, donc tout le monde commence à comprendre comment ça fonctionne. Mais à l'époque, les levées de fonds, c'était quelque chose de vraiment très exceptionnel, quoi. C'était pas dans le courant. Aujourd'hui, on monte sa start-up, tout de suite dans la roadmap, on prévoit la levée de fonds, etc. Donc nous, on voulait faire une levée de fonds pour créer notre propre institut financier, de manière à se financer nous-mêmes. C'est-à-dire que grosso modo, je me finançais moi-même, ça me permettait aussi de récupérer mon argent. Et donc on a fait ça avec un très très gros partenaire financier américain.
Et quelques semaines, donc sur le papier, entre guillemets, c'est ce que tu disais tout à l'heure, sur le papier, je me voyais millionnaire parce que j'allais faire une LBO, j'allais donc récupérer effectivement une partie des choses, et donc en théorie, je devais prendre un chèque d'1,5 million, quoi. C'était bien. C'était bien. Et quelques semaines avant, boum, la bulle Internet qui explose. Donc ça, on l'avait pas vraiment prévu. Donc on se dit qu'est-ce qu'on fait ? Nous on était toujours chaud puisque de toute façon on avait toujours notre entreprise qui était avec une progression de 30% de son chiffre d'affaires, les commerciaux continuaient à vendre, nous on continuait à produire, donc ça n'impactait nullement notre capacité. Sauf que quand on est un peu jeune et fougueux et qu'on sait qu'on va créer son propre institut financier, on n'a pas été très prudent. On a dit aux autres instituts financiers allez vous faire foutre maintenant, nous on va monter notre propre institut financier. Excès de confiance. L'excès de confiance qui a coûté extrêmement cher parce qu'au final, de partenaires américains s'est dit on va se mettre un peu en stand-by là, avec la bulle, on ne sait pas trop, mais je sais quoi, le stand-by 1 semaine, 2 semaines, on parle d'1 année, voire 2. Voilà. Et là, vous vous dites, aïe, moi je pilote une sorte de Titanic dont la masse salariale est assez conséquente, et même avec le chiffre d'affaires que je fais rentrer, je ne pourrais pas être en capacité de tout payer. Donc on a essayé de restructurer, on a essayé plein de solutions possibles. On a aussi essayé de faire intervenir les politiques, mais à l'époque, ils intervenaient beaucoup moins que ce qu'ils ne font aujourd'hui. Et donc on a arrêté l'entreprise en 2010 avec une progression de 30% de chiffre d'affaires supplémentaire par rapport à l'année suivante, tout simplement parce que à un moment donné je ne pouvais plus payer effectivement la masse salariale existante, et donc l'entreprise a été vendue au tribunal de commerce. Et là j'ai passé mes premières expériences à savoir aussi ce que c'est qu'un passage au tribunal de commerce. Et actuellement je suis en train d'accompagner quelques startups qui hélas passent par cette case-là. Et psychologiquement, c'est hyper violent. C'est hyper violent parce que, comme on disait il y a quelques secondes, moi sur le papier j'étais millionnaire. Du jour au lendemain, vous vous retrouvez sans rien. Vous n'avez pas le droit au chômage, bien entendu. Vous vous retrouvez éventuellement avec les banques qui vous appellent tous les jours, etc. Donc ça a été effectivement une situation extrêmement complexe, sans compter le choc psychologique entre guillemets que vous prenez en pleine tête, parce que du jour au lendemain vous êtes en haut de la pyramide et le surlendemain vous êtes tout en bas et vous posez la question juste de comment je vais faire pour continuer à payer mes charges quotidiennes. Comment tu t'es sorti de ça ? Il m'a fallu un petit peu de temps parce que je pense que pendant les premiers mois je devais pas être une personne très agréable à côtoyer. Donc tu te remets en question, c'est-à-dire qu'à un moment donné tu te poses tout seul et tu te dis mais qu'est-ce que tu es encore capable de faire ? Et au final, en fait, dans ma liste de ce que j'étais capable de faire et dans ma liste, entre guillemets, de mes ennuis, j'avais plus de choses que j'étais encore capable de proposer. Et donc, au final, en fait, naturellement, mon téléphone s'est remis à sonner. C'est-à-dire que beaucoup des relations que j'avais à l'époque m'ont rappelé en disant t'avais développé un CMS pour gérer les sites internet, etc. Je sais que ta boîte elle est... T'as pas précisé, Laurent, ce que c'était qu'un Alors CMS. Un CMS, en fait, c'est Customer Management System. Ça va te permettre effectivement de gérer toute la partie information qui se trouve en fait dans ton site internet. Donc là, l'idée en fait, elle était de se dire oui, j'ai encore cette compétence-là, donc si tu en as besoin, pourquoi pas, on peut trouver effectivement des solutions. Et donc j'ai travaillé pendant plusieurs années un peu en mode sous-marin, c'est-à-dire que j'avais recréé une société, mais je travaillais en marque blanche pour des groupes qui se sont soit créés ou qui avaient besoin de se développer, qui avaient besoin d'accompagnement. Donc ça a duré... on va dire 5-6 ans là-dessus. Combien de boîtes, combien d'activités t'as créées pour l'instant dans ta carrière ? 5, 6 ? Au total, depuis le tout début ? Ouais. J'ai arrêté de compter, mais je pense que j'ai dû dépasser la dizaine. Ah ouais ? Ouais, facilement. Ouais. Je pense que j'ai dû dépasser la dizaine. Ouais. Et avec l'envie de se remettre en selle, le courage, parce que souvent sur une idée, un projet, on donne beaucoup d'énergie. C'est l'image du cheval, c'est-à-dire quand tu tombes de cheval... tu remontes. Oui, tu remontes obligatoirement. Donc c'est vraiment ta cam. Oui. Moi, je sais pas... Enfin,
J'ai testé de temps en temps et de manière ponctuelle le salariat. C'est pas fait pour moi. J'aime pas obéir bêtement à des ordres. J'aime me mêler quelquefois pour certains de ce qui ne me regarde pas, mais qui vont dans le sens en fait de l'entreprise. Donc et puis de la connaissance en profondeur qui est importante pour toi. Ouais, c'est ça. Donc à un moment donné, je me suis dit de toute façon tu sais faire que ça, donc continue à le faire. Et puis effectivement, l'âge arrivant, petit à petit, tu as envie aussi de transmettre ça, tu vois, parce que bon, on a quand même sur la métropole énormément d'incubateurs qui existent, donc on a beaucoup de startups qui sont effectivement en train d'apparaître dans des domaines divers et variés, et tu t'aperçois que souvent, ils recommettent les mêmes erreurs que toi tu as commis quand tu étais jeune. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir, par le biais de mes structures, tout simplement pouvoir les accompagner, leur éviter les quelques écueils que nous on a pu avoir, leur permettre d'aller beaucoup plus vite que nous, partager aussi tes carnets d'adresses, parce qu'un carnet d'adresses, ça a une valeur, c'est long à mettre en place, c'est long à maintenir, et donc ça leur permet effectivement d'être présentés plus rapidement à des gens qu'ils auraient peut-être été amenés à rencontrer plusieurs mois ou plusieurs années plus tard. Après, parce qu'il faut le temps de gagner sa crédibilité, sa réputation, ça se construit dans le temps. Et moi, j'aime beaucoup la manière dont tu le dis. Je veux transmettre, pas juste pour transmettre, parce que tu as une expertise, un savoir, mais parce que tu veux permettre aux autres de ne pas refaire les mêmes erreurs. Oui, c'est ça, parce que moi j'ai la cinquantaine, je côtoie essentiellement dans les incubateurs des jeunes de moins de 30 ans qui sortent de l'école, pour beaucoup d'entre eux, qui ont une idée et une compétence dans leur domaine, mais être chef d'entreprise, c'est avoir de multi-compétences. Et souvent, en fait, c'est là où ça pêche. C'est-à-dire que j'entends trop souvent notre produit il est génial, on va créer notre start-up, etc. Et puis de toute façon, notre produit est tellement génial, les clients ils vont venir tout seuls. Hein. Oui, non, mais c'est pas comme ça que ça marche. Donc derrière, il faut un profil sales, il faut un profil marketing. Pour ceux qui ont regardé les émissions de M6, là, mon associé, ils en parlent énormément. C'est-à-dire que c'est très bien d'avoir effectivement des fondateurs qui sont des techniciens, mais à côté de ça, il faut penser très très rapidement à la partie marketing, à la partie sales, et comment on va développer l'entreprise, parce que l'entreprise, c'est sa première motivation, c'est de gagner aussi de l'argent. Donc comment est-ce que je fais pour vendre ? Sinon, elle ne peut pas durer. Exactement. Quel conseil, du coup, du haut de tes 50 ans et des brouettes et de ton expérience d'entrepreneur aguerrie et assez hallucinante, quel conseil tu donnes à ceux qui hésitent à se lancer? C'est souvent une voie qui est envisagée peut-être par les personnes qui se sentent moins accueillies en entreprise aussi, le fait de se dire pourquoi est-ce que je ne me mettrais pas à mon compte et que j'essaierais de créer quelque chose, que ce soit un service ou un produit. Qu'est-ce que tu leur dirais? Déjà aujourd'hui, on a le très très gros avantage pour ceux qui par exemple étaient avant dans le salariat, le fait de pouvoir aujourd'hui monter sa boîte, on est quand même énormément aidé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport à ce que nous on a vécu, le mot start-up n'existait pas, le mot levée de fonds n'existait pas, donc on ne pouvait faire que scaler l'entreprise par son autofinancement. Là, l'idée, elle est très simple, c'est de dire aujourd'hui, j'ai un projet, j'ai envie de développer mon entreprise. Vous avez des organismes comme Pôle emploi ou France Travail maintenant qui vont vous permettre, avec des dossiers comme l'ACRE, de pouvoir financer, entre guillemets, pendant 2 ans votre activité et lancer effectivement votre business, votre start-up. Après, moi, ce que je conseille aussi, c'est jamais se lancer tout seul. Les associés, comme je disais tout à l'heure, ça peut être un très gros avantage comme un très gros embêtement, mais c'est surtout un gros avantage. Et surtout quand il y a une complémentarité. C'est-à-dire quand on a l'occasion d'entendre énormément les pitchs des startups et qu'on a 2 profils, un tech et un vendeur à côté, on se dit là, ils se sont mis toutes les chances pour pouvoir effectivement réussir. Quand vous avez d'autres startups où vous avez 3 ingénieurs en tech qui arrivent, tu te dis, il manque quelque chose, quoi. La voiture, elle n'est pas complète. Il manque effectivement quelque chose. Donc aujourd'hui, c'est savoir s'entourer, savoir se poser aussi dans des structures qui vont vous permettre de vous développer rapidement. On parle d'incubateurs pour ça. Donc ici, sur la métropole, on a de très très grands incubateurs, et ceux-là, quels que soient les domaines, que ce soit de la PropTech ou autre. Donc effectivement, se poser là-dedans, parce que ça permet de baigner dans une ambiance
Ça vous permet d'assister aussi à des conférences, ça vous permet d'être accompagné par des startup managers, etc. Et donc ça vous permet en fait petit à petit d'élever votre niveau de dirigeant. Et puis voilà, je pense que déjà c'est vraiment une base. Mais à ceux qui aujourd'hui disent mais j'ose pas, il n'y a pas grand risque. Il n'y a pas grand risque. Tant que vous ne commencez pas à signer des crédits avec des sommes faramineuses, commencez doucement, vous upgradez effectivement votre entreprise au fur et à mesure. Et puis le jour où le besoin s'en fait sentir, pourquoi pas une levée de fonds, mais c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, au fond. Pas toujours, ok. Pas toujours. Donc voilà, donc le monde de la start-up, il a cet avantage-là. Donc moi, grosso modo, j'ai commencé, entre guillemets, à m'intéresser à ce monde-là, allez, on va dire vers mes 40 ans. Vers mes 40 ans, j'ai fait ma crise de la quarantaine. Alors la crise de la quarantaine, ça se passe par quoi? C'est les grandes questions existentielles. Est-ce que là tu travailles un peu en mode sous-marin pour de grandes marques, tu leur développes leur site, etc. C'est très très bien, mais est-ce que tu n'as pas envie d'autre chose? Alors je suis passé par la voiture de course, je suis passé par plein de choses un petit peu différentes. Et moi j'ai une passion en fait qui est aussi le jeu de société. Donc le jeu de société, le jeu de stratégie en fait expert. Et puis j'ai commencé vraiment à pousser cette passion assez loin parce que dans cette passion j'ai retrouvé aussi ce dont on parlait tout à l'heure, l'histoire, l'archéologie. Moi j'aimais beaucoup les jeux qui étaient basés effectivement là-dessus. Et puis je me suis dit pourquoi j'essaierais pas un autre truc? Et puis j'ai ouvert. Alors là, on est en 2018. Hein, donc 2018, j'ai ouvert mon premier restaurant avec 4 associés. Mon premier restaurant ludique. Ça, c'est extra. Voilà, donc le concept, en fait, est tout bête. C'est une cuisine assez simple. On vient en famille, on se pose, on boit un coup, on mange, etc. Et puis oui, le long des murs, en fait, tu as ce qu'on appelle une ludothèque. Donc, il y avait quelque chose comme 850 à 1 millier de jeux à disposition. Donc, ça allait du simple petit jeu de cartes ou de jeu de dés à des jeux beaucoup plus complexes. Et les gens venaient passer leur après-midi, leur soirée, etc. Alors, moi, ça m'a permis d'apprendre un nouveau métier. J'avais jamais servi de bière, j'avais jamais accueilli des gens dans un contexte B2C, entre guillemets. Bien sûr. Vraiment au contact des gens, des enfants aussi. Toujours plus compliqué à gérer, mais ouais. Et donc on a passé effectivement de très bons moments, mais déjà, j'étais en train de réfléchir en me disant le modèle, il marche super bien parce qu'on a explosé tous les chiffres. La première année, le restaurant était plein, on refusait du monde, enfin, c'était vraiment quelque chose. Et je me suis dit, là, j'ai peut-être quelque chose, j'ai peut-être une belle idée. On va essayer de créer une franchise, en fait, basée sur ce modèle-là. Et puis donc fin 2019, on commence à signer les baux pour ouvrir deux autres restaurants. Donc j'avais sollicité mes partenaires financiers et banquiers pour pouvoir financer les ouvertures des 2 restaurants. Donc tout était signé. Et puis il y a un truc qu'on n'avait pas prévu au BP, comme quoi même si on a un bon business plan, même si on a tout prévu, j'ai pas prévu Covid. Eh ouais. Et là, c'était avril 2020. Hein, ouais. On nous dit... bad timing. Voilà, vous fermez. Moi, j'avais signé... Non. Voilà, moi, j'avais signé mes baux en mars 2020. J'ai dit, waouh, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire, parce que en plus on était encore assez jeunes, donc au niveau des aides c'était pas terrible. Il y avait les salariés qui étaient là, il y avait tout un tas de choses encore à réaliser, et donc on s'est retrouvé quasiment cantonné chez nous à ne pas faire grand chose. Donc là ça a été un petit peu compliqué parce que le projet, une fois que Covid s'est terminé, il a capoté forcément. Les baux, on avait dû les lâcher. Le premier restaurant n'était plus rentable. Et puis nous, on avait aussi ce fameux syndrome, c'est que même si les gens avaient le droit de retourner dans les restaurants, nous on jouait aux jeux de société. Donc jouer aux jeux de société, c'est s'échanger des cartes, et c'est toucher, c'est prendre des pions, les donner à son voisin, etc. Et ça c'était interdit. Et ça c'était interdit, et même psychologiquement, c'était les gens n'avaient pas envie de ça. C'était très compliqué. Et donc en fait, là où certains restaurants commençaient à retrouver un taux de remplissage, nous on peinait entre guillemets à atteindre 25-30% de taux de remplissage sur nos restaurants, alors qu'à l'époque on était à 120, 140, on allait chercher des chaises partout, on chargeait le... Donc voilà, donc là l'aventure c'est effectivement aussi fini, aussi terminé.
Et puis là, je me suis dit, bon, ok, c'est bon, et maintenant on arrête les bêtises, tu vas te relancer dans ce que tu sais faire. Et donc j'ai continué après et à développer mon réseau pour accompagner donc les startups au maximum. Donc j'ai travaillé avec des startups qui avaient besoin, par exemple, de redévelopper leur branding de marque, leur communication, mettre en place les machines marketing, recruter, former la partie sales, etc. Donc je suis passé de sociétés, de plateformes d'objets d'art à des plateformes dans le métaverse. Je suis parti après dans des entreprises. Là, je viens de terminer une mission pour une entreprise qui était un peu le Airbnb de l'entrepôt, etc. Donc petit à petit, en fait, j'accompagne les CIO sur ces missions-là pour leur permettre effectivement d'aller plus vite, d'accélérer sur les parties qu'ils maîtrisent plus ou moins bien. Tu te plais à faire ça ? Ah, ça c'est clairement effectivement ce qui me passionne. Et puis ça me permet aussi de prendre de l'information d'un côté, de voir comment je peux le transposer sur une autre activité, etc. Donc ça c'est vraiment quelque chose, ce côté transmission dont on parlait tout à l'heure, qui effectivement a pris le pas. Puis tu as plusieurs clients, donc tu apprends 2 fois, 3 fois, 4 fois plus. C'est ça, exactement. Donc souvent j'ai à peu près là actuellement 3-4 clients que je suis, et puis toujours en recherche. Donc moi-même j'applique mes propres méthodes pour aller rechercher des entreprises, mais après je travaille aussi avec des entreprises pour lesquelles je dirais leur objectif a un sens pour moi. C'est-à-dire qu'en ce moment, beaucoup d'entreprises, alors que ce soit sur les énergies renouvelables, que ce soit sur l'économie circulaire, que ce soit sur voilà. Donc c'est vraiment ce genre de choses en fait, entre guillemets qui m'intéresse parce que souvent je vais les accompagner. Quelquefois je vais mettre même un petit billet dans la boîte pour en devenir associé, donc pouvoir être au board et pouvoir aussi les conseiller lors de leur futur levée, etc. Donc ça c'est vraiment des choses qui me plaisent énormément. Ça c'est canon. Ouais. Le sujet, un des sujets que je trouve absolument passionnant dans ton parcours, c'est le fait que tu as été un pionnier dans ta manière de diriger, dans le fait que tu as toujours eu envie d'aller au fond des choses et de savoir ce qu'il fallait faire, comment ça fonctionnait, et donc finalement comment est-ce que tes équipes faisaient, avec un vrai côté informatique, technique. Souvent, il y a ce préjugé de se dire que les plus seniors dans l'entreprise sont complètement déconnectés, connaissent rien aux nouvelles technologies. Je veux t'entendre sur ce sujet, Laurent. Ah oui, non, mais ça m'a toujours fait rigoler, mais je reprends toujours le modèle que j'ai fait au départ, quand je disais à l'époque dans le textile, bouge de ta machine, je vais me mettre à ta place et je vais te faire voir comment on fait. Là c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que dans mes entreprises de création de site internet, j'étais en capacité, s'il le fallait, de me mettre au poste et de pouvoir coder moi-même, peut-être pas de manière aussi élégante que des vrais professionnels, pareil pour le design, etc. Mais dans tous les cas, je suis en capacité de pouvoir le faire par moi-même. Moi aujourd'hui, avoir des salariés, c'est juste pour aller plus vite. L'idée c'est pas de faire tout moi-même, c'est donc être en capacité de savoir déléguer, de savoir transmettre ce que tu connais pour que eux après puissent effectivement aussi gérer leurs propres équipes, etc. Chez nous, moi dans toutes les entreprises que j'ai gérées, la plupart de mes managers ont tous commencé aussi au bas de l'échelle. J'ai jamais embauché quelqu'un en disant « Toi, tu vas devenir directeur commercial ». Non, t'es passé commercial et c'est parce que tu as eu des compétences, parce que tu as eu des réussites, parce qu'on a détecté quelque chose que tu es devenu manager. Et puis après, parmi tous les managers, c'était ta personnalité qui ressortait. Dans ce cas-là, tu deviens directeur régional, par exemple, etc. Et c'est comme ça, effectivement, que petit à petit, on s'étoffe avec une équipe qui déjà te respectent, toi tu les respectes, et ça devient une vraie famille. Moi je me souviens de soirées mémorables avec toutes nos équipes, etc. Ça a été une déchirure quand ça s'est terminé, mais voilà, c'est vraiment des choses importantes. Et aujourd'hui, je les suis un petit peu de loin sur les réseaux sociaux et je vois ce qu'ils sont devenus. Donc ça fait toujours plaisir en disant, il y a un petit peu de nous qui se trouve... Qui est resté, qui continue. Voilà, exactement. Quel est... Dans toutes tes expériences que tu as eues, tu as donc créé beaucoup de boîtes, eu beaucoup d'équipes. Est-ce que l'intergénérationnel, c'est une valeur qui te parle ? Qu'est-ce que ça t'inspire ? Moi, j'ai toujours été le plus vieux. Toujours. À part vraiment à 22 ans, là, quand j'ai commencé mes petites mais sinon, globalement. Mais globalement, en fait, je me suis toujours retrouvé
un peu plus âgés que les autres. Ok. Donc j'ai toujours travaillé en fait avec des gens beaucoup plus jeunes que moi, et c'est ce qui a fait aussi, je pense, que je suis resté connecté à tout ce qui est technologie. Donc grosso modo aujourd'hui, que ce soit sur les langages, les nouvelles technologies, là par exemple sur quelques-unes des dernières missions, on travaillait sur l'environnement Web3, donc la blockchain, les NFT, les métaverses, même si on entend beaucoup moins parler, mais ça a été précurseur. Nous on était déjà dedans. On était déjà dedans. Donc oui, ce sont en fait ces technologies-là, moi elles m'intéressent. L'IA, je suis tombé dedans dès qu'on a eu la possibilité de pouvoir y avoir accès, et aujourd'hui c'est rentré dans mon quotidien. C'est devenu aussi l'un de mes outils dans ma toolbox, quoi. Donc je le sens quand j'en ai besoin. Ça remplace pas ce que je fais, mais ça me permet en fait d'aller plus vite. Ça me permet d'accélérer. Ça me permet quelquefois d'éviter le syndrome de la page blanche, parce que quelquefois on doit faire ceci, on doit faire cela, par quel bout je vais le prendre. Donc quand votre IA a été bien entraînée, à un moment donné, elle vous amène entre guillemets les réponses qui quelquefois restent bloquées dans votre... Elles sont bloquées dans la tête, faut qu'elles sortent. Exactement. Donc non, moi je suis un grand fan en fait de toutes ces technologies. Je suis un geek quelque part. J'adore ce genre de choses, quoi. Quel conseil tu donnerais au Laurent de 22 ans, Ouais. peut-être celui qui a dû reprendre l'entreprise familiale avec toutes les responsabilités que ça représentait à ce moment-là, tu lui dirais quoi? Grosso modo, je lui dirais change rien, tout ça va bien se passer. Ça va bien se passer parce que oui, si j'avais la capacité peut-être d'avoir une machine à remonter le temps, peut-être que j'aurais changé des choses, mais je me dis non. Parce que si j'avais changé cette chose, j'aurais pas rencontré telle personne. Donc si j'avais pas rencontré telle personne, elle ne m'aurait pas présenté à telle autre personne et j'aurais pas fait telle chose. Donc petit à petit, en fait, quand je me suis posé moi mes 40 ans, je me suis fait une liste de ce que j'avais encore envie de faire. Donc j'avais par exemple créé mon restaurant. Ça, j'ai coché ma petite case. Moi qui étais un grand fan de jeux de société, j'ai dit j'aimerais bien créer mon jeu. Et donc, je me suis mis à travailler aussi là-dessus, en dehors de mes journées de travail, le soir. J'ai bossé pendant presque 4-5 ans, en mariant le jeu avec ma passion de l'archéologie, etc. Et j'ai créé mon premier jeu. Et mon premier jeu a été édité en 2023. Bon, c'est pas des grosses quantités, mais il a été vendu, je crois, 15 ou 20 000 exemplaires. C'est énorme. Donc, non, parce qu'il y a enfin, dans les petits jeux familiaux, ça se vend quelquefois en millions, donc c'est pas non plus... Ok. Voilà. Moi, c'est du gros jeu expert, c'est la boîte à 70-80 euros, donc forcément, c'est un petit but. Mais c'était simplement le fait de dire, je suis capable de le faire, donc je le fais. Et il y a comme ça tout un tas de choses, effectivement, que j'ai mis en place, que je garde encore un petit peu pour moi, mais je sais que j'ai encore beaucoup de cases à cocher, ouais. Tout est possible, pas de limite à l'âge. Non. Je cours un peu moins vite qu'à 22 ans. Je m'essouffle un peu plus vite. C'est pénible cette histoire. C'est pénible cette histoire, mais non. Pour le reste, ça change pas grand-chose, quoi. Ça change pas grand-chose. Non, moi, je trouve même d'ailleurs que j'ai plus les défauts de ma jeunesse. C'est-à-dire que l'ego, je m'en fous. Alors que quand j'étais jeune, l'ego pour moi, fallait faire mieux que les autres. La patience aussi. Là, j'ai appris la patience parce qu'avant je voulais que ça aille trop vite et quelquefois en faisant en sorte que ça aille trop vite on commet des erreurs. Beaucoup plus aussi cette notion de respect, d'attachement avec les gens avec qui je travaille. Quelquefois je sais que pour certains qui me connaissent de très très longue date, j'ai quelquefois été dur, etc. Mais aujourd'hui je suis revenu à une relation à l'humain qui est totalement différente parce que dans ta vie personnelle il y a aussi des changements, des évolutions, etc. Et donc ouais, j'adore le gars que je suis devenu. Et j'avais même fait un petit montage sur les réseaux comme ça où j'avais pris une photo de moi à 20 ans et une photo de moi à 50 ans en disant tu vois ce que tu vas devenir, ça va être bien. J'adore. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Quelle est la compétence ou la qualité que tu as qui tu penses t'a le plus servi dans ton parcours professionnel? La persévérance. Je lâche pas. Je lâche pas. Quand j'ai une idée dans la tête, et là ma femme, si elle était là, elle pourrait effectivement confirmer. Oui, c'est vrai. Je suis extrêmement têtu là-dessus. Je lâche pas le morceau, quoi. Je lâche pas le morceau. Ça, je pense que de toute façon, c'est ce qu'on va découvrir au fond de chaque chef d'entreprise. C'est la persévérance, la résilience.
c'est effectivement bosser comme un malade, on compte pas ses heures. Moi j'aime bien ma liberté de pouvoir me libérer de temps en temps, donc comme un cadre pourrait le faire, mais je compte pas mes heures, donc je suis pas là à dire attention j'ai fait 7h30, faut que je récupère 30 minutes là, etc. Ça c'est pas du tout mon trip, et de toute façon je rentre pas dans ce moule là, mais donc les heures je peux en faire autant que je le sens, du moment où à un moment donné j'ai vraiment cette envie. Hier soir j'étais encore en train de travailler sur quelque chose, j'ai bossé jusqu'à 1h30 parce que j'avais envie de bosser jusqu'à 1h30, et il y a personne qui me dit quoi que ce soit. Voilà, c'est juste l'envie en fait. Qu'est-ce que tes clients disent de toi ? J'espère qu'ils sont contents de moi. Non, mais moi, des retours que j'ai, c'est que les gens m'apprécient en tant que personne, parce que je sais écouter, je pense savoir les orienter comme il faut dans la bonne direction. Après, les gens savent aussi que quand je suis pas content, ça s'entend. Ça se sent. Oui, j'ai cette réputation-là aussi, mais ça fait partie du personnage. Ça fait partie du personnage. Ça fait partie du personnage. Est-ce que tu es OK pour qu'on passe aux petites questions ? Avec plaisir. Est-ce qu'il y a une réplique de film que tu aimes particulièrement ? Là, ça a été effectivement une grande question, parce que les répliques de films, moi je suis un grand cinéphile, donc j'adore donc il y en a plein. Il y en a des politiquement incorrects que je peux pas citer ici. Donc je me dis, dans le cadre d'un entretien comme on est en train de faire, je dirais Forrest Gump. Okay. La vie est comme une boîte de chocolat. Parce que oui, effectivement, chaque chocolat va être une expérience différente. Ça va être des rencontres, ça va être des projets, ça va être des succès, ça va être des emmerdes, etc. Mais je trouve que la boîte de chocolat, et puis en plus comme je suis un grand gourmand, c'est une bonne image. Ouais, ça passe bien. Est-ce qu'il y a un bouquin que tu aimes particulièrement ? Alors moi, en tant que geek, j'en ai 2. Qui sont des livres de chevet que j'ai découvert, je pense que je devais avoir 11-12 ans. Le grand livre des robots de Isaac Asimov, donc celui qui a posé les 3 lois de la robotique, et puis Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, que j'ai lu je ne sais pas combien de fois. Ça c'est vraiment partie, j'en ai beaucoup d'autres, mais ça c'est vraiment 2 jalons très importants en fait dans cette littérature. Moi j'ai vraiment une littérature on va dire geek, c'est-à-dire que demain tu m'invites à un Comic-Con, tu m'invites à ce genre de salon, de festival, je suis premier à y aller avec mon fils, je kiffe ce genre de choses quoi. Si tu pouvais inviter qui tu voulais à ta table, t'inviterais qui ? Je pense que j'inviterais quelqu'un qui hélas est décédé, qui s'appelait Hubert Reeves. Alors Hubert Reeves, c'était un astrophysicien, et moi ce gars-là, quand je l'écoutais quand j'étais un peu plus adolescent, j'ai adoré comment il m'a expliqué les planètes, les univers, etc. Et il est mort, je crois, en 2023, donc il n'y a pas très très longtemps. Mais ça, c'est vraiment quelqu'un qui déjà, de par son physique, t'as envie d'aborder et de discuter avec lui, mais je pense en plus ça doit être un puits de science, donc oui, j'aimerais vraiment beaucoup. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée ou quelque chose que tu as envie de dire et que tu n'as pas encore dit avant qu'on conclue cette Non, cette je émission. pense qu'on se reverra d'ici quelques temps pour la deuxième phase après les 50 ans. Là, maintenant, j'en ai 52. J'ai encore, à mon avis, je sais pas, peut-être encore une bonne vingtaine d'années, voire un quart de siècle encore à travailler et être en pleine forme. Donc, il y aura encore des choses à raconter après. C'est trop bien. Laurent, un immense merci. Merci à toi de m'avoir invité. Et à la prochaine avec plaisir. Merci beaucoup.